À tous, merci d'être venus aussi nombreux. Je veux juste vous expliquer que le musée maintenant est géré par la commission communication, patrimoine et culture. On a eu beaucoup d'aléas avec les associations, donc terminé, c'est la commission qui va gérer le musée. Et nous l'avons élargi, cette commission, à des bénévoles extérieurs. Donc il y a Claudius Thomas qui est ici, Eliane Baird, Stéphane Buffat qui est ici. Stéphane Buffat et qui c'est que j'oublie là, il y a quelqu'un, Ingrid Boudère. Et puis dernièrement, on a rajouté Daniel Germain et Yannick Barjon. Voilà. Donc je les remercie tous de leur implication et de nous aider, et puis pour que notre musée continue de vivre. Voilà. Alors bonne soirée à tous, et maintenant je cède la parole à Stéphane Buffat. Merci Daniel. Bonjour à tous, bienvenue au Musée des Mariniers pour cette conférence. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, bon, je pense que la plupart me connaissent, mais je suis un enfant du pays, de Sarrières-Sablon depuis toujours, ancien jouteur, passionné d'histoire et auteur de 2 ouvrages, dont le dernier qui s'appelle Les enfants du fleuve Roi, l'ombre de la liberté, qui traite de la Révolution française dans la vallée du Rhône, et c'est à ce titre-là que je vous fais cette conférence. Je vous précise que je ne suis pas historien, je suis simplement un passionné d'histoire. C'est important parce que historien c'est un métier avec des procédures et des... Moi j'ai juste récupéré des éléments dans les livres. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous parler de Sarrières avant la Révolution. Donc Sarrières avant la Révolution, c'était un gros village. On compte, en 1795, on compte 234 feux. C'est beaucoup plus que les villages alentours. C'est 4 fois moins qu'Annonay. On parle, dans les annales de cette année-là, il nous parle de 1053 habitants. En sachant que le premier recensement de la Révolution, en 1793, fait état de nettement plus, de 1616. Donc soit il y a eu une explosion démographique, soit les comptages avant étaient faits de façon un peu plus aléatoire. À l'époque, la ville est un peu dans un entre-deux. C'est pas encore la capitale de la batellerie, même si c'est déjà un pays de bateliers. Mais la batellerie n'a pas pris l'essor qu'elle prendra au début du 19e siècle, grâce à la révolution industrielle. Les fabriques de soie ont disparu. Il y a comme dans toute la France, il y a un appauvrissement général, des taxes. Les gens en ont un peu assez. La colère gronde un peu de partout. La route nationale vient d'être ouverte, ce qui est aujourd'hui la route nationale, on l'appelait à l'époque la route de Lyon à Beaucaire. Elle s'est construite de 1782 à 1788, et donc elle est toute neuve. Elle est là, ça donne un essor supplémentaire à la commune, mais on est quand même dans une situation un peu compliquée. Il y a le bac à traille, bien sûr, qui est là depuis le Moyen-Âge, et un port. Donc à cette époque-là, Sarrières, ça appartient à des seigneurs. Jusqu'en 1787, Sarrières appartient à Charles de Rohan, prince de Soubise. C'est un grand prince. Il ne devait pas être beaucoup à Sarrières. Hein. Il avait d'autres seigneuries, d'autres lieux dans son domaine. Et cet homme-là décède en 1787 sans héritier mâle. Il avait eu 3 filles. Donc ça passe par le biais d'une de ses filles à son gendre, Louis-Joseph de Bourbon-Condé, par sa fille Charlotte de Rohan, donc, qui s'est mariée à 16 ans et qui est morte à 22 ans, après avoir eu 3 enfants. Donc, bon, ils n'avaient pas chômé. Et donc, un de ses fils, qui s'appelle Henri de Bourbon-Condé, qui obtiendra la baronnie de Sarrières. C'est son nom qui est cité dans l'inventaire des biens émigrés, dont je parlerai un peu plus tard. Donc, avant la Révolution, la ville est gérée par des consuls. C'est pas encore des maires, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même principe. Ce sont des notables de la commune qui sont élus.
Et ces consuls, donc ils étaient élus pour 1 ou 2 ans, ça dépendait, le vote était par feu et pas par tête, c'est-à-dire que chaque foyer votait. Et donc, chaque foyer votait, le chef de famille votait. Si le chef de famille était une femme, elle votait, les veuves votaient. Les chefs de corporation votaient aussi. Si c'était une tissandière, une femme, elle votait. La Révolution, paradoxalement, a enlevé le vote aux femmes jusqu'en 1945 derrière. Donc, ces consuls, là vous avez l'image d'un convoi de Serrières avec le Vacatrail, donc avant le pont. Donc avant la Révolution, on commence à préparer les États généraux qui avaient été demandés, le peuple avait un gros espoir sur ces États généraux parce que il fallait des réformes. Le pays était sclérosé dans un fonctionnement qui était archaïque, une monarchie absolue, des privilèges, et c'était de moins en moins possible, surtout que les idées des Lumières étaient passées par là. Il y avait une vraie demande de changement. Donc les consuls de Serrières en 1788, le 27 octobre 1788, Jean-Pierre Gauthier, consul de Serrières, Jean-Pierre Gauthier dont on entendra parler plus tard, monte à Annonay pour préparer les États généraux avec Moreau de la Bélive, qui était un noble serriérois, et le curé Tournus, qui était le prêtre de Serrières depuis très longtemps. Donc ce 27 octobre 88, il monte pour préparer la convocation des 3 ordres. Ces ordres sont convoqués pour l'année suivante, en 1789. Donc à ce moment-là, les consuls ont changé. En 1789, le consul, c'est Jean-André Garnier et Cuminal. Donc les cahiers de doléances, pour ces états généraux, chaque village rédigeait des cahiers de doléances. Ces cahiers de doléances où les gens se disaient les mesures auxquelles ils aspiraient, quels étaient leurs problèmes. À Serrières, on se réunit. Donc où on se réunit, l'endroit le plus vaste, c'était l'église. Alors pas celle-ci, l'autre, l'église de Serrières, qui n'était pas encore tout à fait celle qu'on a actuellement. Sur cette photo qui date de 1870, c'est-à-dire à 80 ans après la Révolution, on aperçoit cette église. Elle est ici. On voit que c'est un clocher. Bon, la prochaine photo n'est pas très bonne, mais c'est un zoom sur la photo. On voit que c'est un clocher qui ressemble un peu à celui-ci, un peu à celui de Saint-Sornin, c'est un clocher à l'ancienne. Et donc on se réunit dans cette église. On fait cette rédaction des cahiers de doléances le 15 mars 1789. On commence l'après-midi, à 2h de l'après-midi. Alors ça commence par une polémique, parce qu'un des nobles, Moreau de Chaponneau, dit qu'en tant que capitaine châtelain d'Aborigny de Serrières, c'est lui qui devrait présider la réunion, alors que c'est le juge Madinier qui s'en occupe. Donc bon, personne ne tient compte de ce qu'il dit, ça n'intéresse pas. Donc il y a déjà des querelles politiques. Le peuple a faim, le peuple est écrasé d'impôts, et on a les notables bourgeoisie et noblesse déjà qui commencent à se disputer pour savoir qui préside la réunion. On voit qu'il y a quand même un certain décalage, même au niveau local. Ces cahiers, donc rédigés le 15 mars 1789 à Serrières, sont centralisés. C'est pas ceux-là qui partent directement à Paris. En fait, ils sont centralisés par district, enfin par province. Et donc tout ça a été centralisé à Annonay. Le 20 mars, 5 jours après, on centralise tous les cahiers pour l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789. Donc dans ces cahiers, qu'est-ce qu'on trouve? Un peu pareil que dans le reste de la France, des réformes fiscales, impôts, douanes, péages. Les péages sur le Rhône étaient un budget conséquent. Des réformes pénales, la suppression des tribunaux ecclésiastiques, les privilèges soustrayant les justiciables aux droits selon leur naissance. On voulait qu'il y ait des réformes politiques, que le tiers-État soit admis aux charges de robe et d'épée qui étaient réservées aux nobles. Et qu'on voulait voter par tête et non plus par ordre. On refusait aussi certaines vexations qui avaient eu lieu, comme la vieille tradition des députés du tiers-État qui plaidaient à genoux, tandis que les autres plaidaient debout. Ça a été refusé en 1789. Ils ont refusé cette tradition qui datait des anciens États généraux.
Donc les députés qui sont élus pour monter, les députés du Haut-Vivarais, pour le clergé, c'est M. Dodd, curé de Saint-Péret. Pour la noblesse, c'est M. le comte de Satilleux. Et pour le tiers-état, c'est M. Boissy d'Anglois et Saint-Martin, qui était avocat. Ils auront tous les deux une carrière politique par la suite, on pourra en reparler un petit peu. Donc voilà ces gens-là qui montent à Paris. Et ces états généraux ne se passent pas très bien, il y a des vraies demandes de réforme, on se rend compte que la monarchie n'est pas prête à les faire. Donc il y a tous les épisodes dont on connaît, mais l'Assemblée se constitue en Assemblée nationale constituante. On change de braquet, si je peux dire. On passe d'une consultation du peuple à une Assemblée nationale pour la première fois. Le 17 juin 1789. Il n'y a pas que le tiers-état qui vote pour ça. Certains nobles, comme Lafayette, l'abbé Sieyès, certains religieux. Et la monarchie devient dès lors, et de fait, monarchie constitutionnelle. C'est déjà un gros changement. Après, donc les changements continuent. On se retrouve dans une situation, il y a eu la prise de la Bastille le 14 juillet, il y a quelques émeutes. Et donc, fin août 1789, à Sarrières, on se dit qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des choses qui se passent à Paris, on a des échos, on lit le journal. Donc, fin août 1789, on suspend le paiement du droit de l'aide dans le canton. C'était un impôt sur les marchandises amenées au marché. Je pense que c'était plus une suspension symbolique qu'autre chose. Enfin, c'était pour faire quelque chose. Mais bon, voilà, ça a été fait. Il y a un décret qui tombe de Paris le 14 décembre 1789 pour établir les municipalités. Donc, on changeait le découpage, hein, c'était plus les provinces, du Haut-Vivarais, tout ça. Donc, on se découpe en départements, et les départements sont découpés eux-mêmes en districts, et les districts en communes. Donc, le département, c'est l'Ardèche, pour Sarrières. En district, l'Ardèche est séparée en 3 districts. L'Ardèche est séparée en 3 districts. Celui de Sarrières, c'est le district du Mézinc, par rapport au Mont-Mézinc. Vous voyez, c'est le plus étendu. Il dépend d'Annonay au début. Après, il dépendra de Tournon. Ça a fluctué. Et les autres districts sont Coiron et Tanargues. Donc pour Sarrières, il faut élire un maire, un procureur, 5 officiers municipaux et 12 notables. Les officiers municipaux, c'est un peu comme les adjoints aujourd'hui, et les notables étaient les membres de la municipalité. Donc on fait ces élections, toujours dans l'église de Sarrières, l'autre, le 12 février 1790. C'est le curé Tournus qui préside. Les consuls n'étaient pas là, parce que forcément on les évinçait. Et donc on élit le premier maire de Sarrières, Georges Boissonnet, de Saint-Sornin. Alors à l'époque, les élections, on les faisait en plusieurs fois. On prenait notre temps. Donc le 12 février, on élit le maire. Le 17 février, on élit les officiers. Donc Jean-Pierre Gauthier, l'ancien consul, Laurent Raffard, qui était un ancien consul aussi, certains Boudin, certains André et un certain Garnier sont, voilà, c'est tous des anciens consuls qui sont élus conseillers. Enfin, officiers, plus exactement. Et le dimanche 21 février, donc quelques jours après, on désigne le procureur. Et comme procureur, on désigne un certain Denis Lajard, notaire du village. Il y avait plusieurs notaires, hein. C'était un des notaires du village qui avait quelques ambitions, qui avait été collecteur des taxes sous l'Ancien Régime. Donc tout ça, tout ce beau monde prête serment le 7 mars 1790. Lajard fait un discours, le curé Tournus également, il invite à l'union et la concorde. Le curé Tournus avait juré, était un prêtre jureur qui avait prêté serment sur la Constitution, par opposition aux prêtres réfractaires qui, eux, refusaient la Constitution parce que ça créait une certaine séparation entre l'Église et l'État et la constitution civile du clergé qui était refusée par le Vatican et donc par beaucoup de prêtres. Mais il y avait des prêtres jureurs qui ont pu continuer un moment à faire leur office, et dont le père Tournus.
Donc, pour la prestation des serments, il y a des discours, il y a des défilés dans les rues, c'est un peu la fête. En France, la garde nationale s'organise à partir de fin juillet 1789. La garde nationale, c'est des milices qui se sont créées au niveau des communes pour le maintien de la paix, pour remplacer les anciennes polices. À Sarrières, on en entend parler le 7 mars 1790, donc l'année suivante. Et en juin, on vote l'achat d'armes pour la garde nationale. On leur achète des fusils, on leur achète des armes blanches, des épées. Donc là, c'est le début de la Révolution, c'est encore l'euphorie, mais dès le début, le 14 mars 1790, donc quelques jours après son serment, la semaine suivante, Denis Lajare proclame un règlement de police très très contraignant en 25 articles, interdisant d'héberger des étrangers à la commune. Tout ça, c'est décrit dans le livre de Jean-Marie Delesty. Ça serait un peu long à lire en détail, mais c'est un règlement assez contraignant. Donc c'est quand même étrange qu'au nom de la liberté, on change le système, et la première chose qu'on fait en changeant le système, c'est qu'on restreint les libertés. Nous sommes en 1790 et à l'approche du 14 juillet, on se rappelle qu'on a pris la Bastille l'année précédente, et c'est une date déjà qui marque symboliquement. Donc le 14 juillet 1790, on fait la fête de la Fédération. La fête de la Fédération, c'est une grande fête, déjà qui se déroule, la plus importante se déroule à Paris, où il y a 400 000 personnes. C'est une fête vraiment frontatiste. D'ailleurs, notre fête nationale, on dit souvent que c'est la prise de la Bastille, mais c'est la prise de la Bastille et la fête de la Fédération qu'on fête. Notre fête nationale actuelle célèbre ces deux dates à la fois. À Sarrières, on ne reste pas en reste, hein, donc on dit on va faire une fête aussi. De toute façon, c'était un peu obligatoire. Donc on fait ça au Champ de Mars. Alors le Champ de Mars, c'était un terrain vague entre Saint-Sornin et Sarrières, parce que les quartiers étaient très séparés, les communes, ça faisait pas si longtemps qu'on était réunis dans la même paroisse. Et il y avait d'ailleurs beaucoup de tensions, hein, on entendra parler un peu par la suite. Il y avait beaucoup de tensions, il y avait ceux de Saint-Sornin et Sarrières et ceux de Sarrières. Quand il y avait un maire de Saint-Sornin, on disait Saint-Sornin a gagné. Quand il y avait un maire de Sarrières, on disait Sarrières a gagné. Il y avait une vraie rivalité, après, sans que ça soit non plus en venir aux armes, mais il y avait une rivalité comme il peut y avoir parfois avec Sablon. Donc au Champ de Mars, c'est un peu pompeux pour un terrain vague, avec des vergers, des noyers. On monte une estrade. On fait une estrade octogone de 8 pieds de haut, c'est-à-dire 2,50 m. Elle est soutenue par des piliers, elle est ornée de verdure, cette estrade. Alors à l'ouest, on a mis une pancarte, « Vivre pour la patrie ». Au sud, on a mis une autre pancarte, « Travailler pour la patrie ». Et au nord, on a mis « Mourir pour la patrie ». Et à l'est, il y a les escaliers pour y monter. Donc il y a tout un défilé avec la garde nationale, des coups de canon, parce qu'il y avait des canons qui étaient installés au bord du Rhône, des citoyens armés de fusils, d'épées, de faux, des tambours. Ça défile, on arrive, on monte sur cette estrade, et le curé de Tournus, il nous fait une messe. Il fait une messe, il demande d'ailleurs au début de la messe que les gens respectent l'office comme s'ils étaient au sein de l'église, parce que c'était pas forcément courant d'en faire une messe en extérieur. Et après on a des discours patriotiques ponctués de roulements de tambour, de coups de canon. Monsieur Charvet, major de la garde nationale, parce que le colonel de la garde nationale, c'était Moreau de la Bélive, un des nobles dont on a parlé, qui avait préparé les états généraux. Il était à Paris pour la grande fête de la Fédération. Bon, en plus à Paris il a plu, à Sarrières a priori il a fait beau. Donc tout ce beau monde fait des serments d'allégeance à la Constitution, la jarre, fait un discours. Et tout ça est ponctué par des canonnades. C'est Grémion. Grémion, c'est un ancien militaire qui habite Sarrières, un Sarriérois, qui habite juste en face de l'église, et qui est aide-major de la garde nationale. Et vu que c'est un ancien soldat, il sait manipuler les canons, on lui a donné cette responsabilité-là.
Et à la fin des discours, il s'est un peu enthousiasmé, il a chargé le canon pour faire du bruit. Et il y a des canons qui ont explosé. Lui, il a été grièvement blessé, il a une joue partiellement arrachée, la joue gauche. Donc on trouve des archives où la municipalité s'en désole. Bon, il ne le dédommage pas, il ne faut quand même pas exagérer, mais il s'en désole qu'il ait été blessé pour ça. C'était un père de famille nombreuse en plus. Mais bon, il s'en est bien sorti, on le retrouvera plus tard. Après, il y a sans doute eu des festivités, parce que la fête de la Fédération, c'était une fête. Donc on sait que j'ai retrouvé des archives qui disaient que dans la fête de la Fédération à Paris, il y a eu des joutes. On peut supposer qu'à Sarrières, il y a eu également des joutes, parce que c'est de tout temps un pays de mariniers, donc un pays de jouteurs. Donc la petite vie continue sous la monarchie constitutionnelle. Le 22 août 1790, alors, oui, j'ai encore raté une diapo. Voilà. Donc le 22 août 1790, on adopte le nouveau blason de Sarrières en remplacement des blasons seigneuriaux, parce que forcément il n'y a plus de seigneurs, il n'y a plus de privilèges, mais il faut quand même pouvoir identifier le village. Donc au mois d'août, on adopte ce blason qui est encore aujourd'hui le blason de Sarrières. On voit que c'était la monarchie constitutionnelle parce qu'il y a les fleurs de lys. Ça aurait été fait 2 ans après, je suppose qu'on l'aurait pas construit de la même manière. Et le 29 août, donc juste après l'adoption de ce drapeau, on transporte en grande pompe l'ancien drapeau blanc fleur de lys, celui-là. On le transporte ici même, dans l'église Saint-Sornin. On le met sous la voûte, là-haut, ici. Ou ici, sous la voûte, je ne sais pas exactement. Mais on le met ici en tout cas. Donc on fait un défilé dans les rues. Ils aimaient bien défiler, à l'époque c'était avec la garde nationale, 2 compagnies de la garde nationale, une de Sarrières et une de Saint-Sornin. Ils s'engueulent un peu d'ailleurs devant. Au moment de rentrer dans l'église, il y a quelques dissensions, quelques tensions. Et les officiels, les notables rentrent le drapeau. On fait une messe et puis on fait une fête. C'était l'occasion. Donc la vie continue. Le 14 novembre, on renouvelle partiellement la municipalité, mais il y a seulement 50 votants. Oui, je ne vous ai pas précisé que pour la première élection, j'ai fait un petit oubli, pour la première élection, sur un village de 1500 habitants à peu près, il y avait 108 votants, parce que c'était un vote censitaire. Il fallait payer la contribution du Mar d'Argent pour voter. Donc 108 votants sur la première élection, 60 pour la deuxième. On voit que la vie communale, quand même, ça ne concernait pas énormément les gens. Alors déjà, ceux qui payaient pas assez d'impôts, ils votaient pas. Et puis ceux qui payaient assez d'impôts, il y en a beaucoup qui ne sont même pas déplacés la deuxième fois. Cette élection se fait également dans l'église de Sarrières. En janvier 1791, on change de maire, parce que Georges Boissonnet, l'ancien maire, est élu juge de paix, et donc c'est un de ses officiers, Laurent Raffard, qui le remplace comme maire, sans élection particulière, en attendant les prochaines. En 1791, on a un événement national qui se passe et qui a quelques répercussions, c'est la fuite de la famille royale à Varennes. Il faut savoir que le roi subissait vexation sur vexation, il sentait vraiment le vent tourner. Il y avait de plus en plus de désaccords et puis de tensions, de pression sur lui. Donc à un moment donné, il a voulu mettre sa famille à l'abri et il a essayé de s'enfuir. Donc la fuite a lieu le 20 juin 1791, ils sont rattrapés le 21 juin à Varennes, en Lorraine. Mais à Sarrières, on apprend l'événement que le 26 juin, et on ne sait pas qu'il a été rattrapé. Donc notre ami Lajard, il met en place des patrouilles, il met une garde sur le port, au cas où il peut choper le roi au passage, il se dit que ça serait peut-être bon pour sa carrière. Bon, il ne sait pas qu'à ce moment-là, le roi est déjà ramené à Paris. L'Assemblée constituante proclame la Constitution le 14 septembre 1791. C'est celle-là. Le 18 septembre à Sarrières, elle est lue en chaire à l'église par le curé Turnus, avec des tambours, des drapeaux. On rentrait tout ça dans l'église. Le soir, on fait un feu de joie devant le logis du Chapeau Rouge, qui est aujourd'hui le bateau d'Émile.
On voit quand même, c'est précisé que toutes les fenêtres devaient être éclairées avec des bougies, sous peine de 3 livres d'amende pour les propriétaires et les bourgeois, et 1 livre d'amende pour les autres. On voit encore une certaine contrainte, la liberté sous contrainte. Et en novembre, il y a les nouvelles élections. Donc on parle des comptes, il y a 3 livres qui ont été payés à Jean-Pierre Gaultier pour la réparation du canon, il y en a qui trouvent que ça fait trop cher. Bon ben, un canon ça coûte. C'est certainement le canon qui a explosé le jour de la fête de fédération. Il y a 6 livres qui sont versés à la jarre en raison du temps perdu au préjudice des affaires de son cabinet. L'homme n'était pas vraiment philanthrope. Donc, vu qu'il y a beaucoup de polémiques, le résultat du vote écarte l'équipe en place. Raffard est écarté. C'est Jean Cuminal de Saint-Sornin qui est élu à sa place. Et la jarre est remplacée en tant que procureur par un autre notaire du village, un certain Métral. Bon, il prépara son retour. En 1792, le 23 mai, on fait l'inventaire des biens d'émigrés parce que beaucoup de nobles sont partis. Ils avaient des biens, ils avaient des maisons, ils avaient des champs. Donc Henri de Bourbon-Condé, le seigneur principal, on va dire, fils de Louis et Charlotte, il possédait une maison servant d'auditoire, il possédait les ruines du château et les terrains voisins, il possédait une vigne dite de la Comtesse, il possédait l'île de la Platière, enfin, c'est même dit les îles de la Platière parce que c'est au pluriel, à l'époque elle était peut-être séparée. Il possédait un pré de Brison sur Féline, un moulin sur le Rhône. Bon, tout ça est nationalisé et revendu. Benoît-Marie Moreton de Chabriand, qui était un seigneur qui vivait à Féline, au château du Maine. Il possédait à Serrières la maison abritant le logis du port, qui est une autre auberge. Alors aujourd'hui c'est un institut de beauté, c'est en face du bateau d'Émile, l'angle de la rue en face. On en reparlera du logis du port, parce que il y a eu quelques événements là-bas. Et Antoine Moreau de la Bélive, qui était donc colonel de la garde nationale, s'est enfui. Donc lui aussi, on a fait son inventaire de ses biens, mais il possédait rien, donc on n'a rien récupéré. À ce moment-là, la France est dans une certaine tension au niveau international. Et, les Prussiens et les Autrichiens sont pas bien contents de ce qui se passe. Donc on cherche des hommes. Donc le 13 juin 1792, Jean-Antoine Julien Duvivier, qui a remplacé Moreau en tant que colonel de la garde nationale, donc c'est un autre noble, mais celui-là s'est pas enfui, réunit toutes les sections cantonales de la garde pour trouver des volontaires pour l'armée. Il y a un seul départ, un certain Martineau de Saint-Marcel, qui part pour le 17e régiment d'Auvergne. Le 8 août 1792, on publie à Serrières la loi du 11 juillet, on avait un petit retard forcément, qui déclare la patrie en danger, parce qu'à ce moment-là, les Prussiens sont rentrés en guerre aux côtés des Autrichiens, on était déjà en guerre avec l'Autriche parce que c'était la famille de Marie-Antoinette, les Prussiens entrent en guerre à leur côté, donc on déclare la patrie en danger. Donc cette déclaration se fait le 8 août à Serrières, et le 12 août, on décide de marquer le coup. Le 12 août, la garde nationale au grand complet se réunit sur le quai, et une compagnie va chercher la municipalité, la maison commune et l'escorte. Alors la maison commune, on peut considérer que c'est la première mairie, elle se situe place du Trône, sous la tour des pénitents, c'était l'ancienne chapelle, qui avait été récupérée, donc qui avait été désaffectée en 1709 de mémoire, quand on a fait l'église principale de Serrières, parce qu'elle était trop petite, et donc ce bâtiment on l'a récupéré pour en faire la maison commune, et donc la mairie, mais on ne parlait pas de mairie à l'époque. Donc on va là-haut, on va chercher le conseil municipal, il y a des tambours, on est en armes, on défile. Ils défilent jusqu'à la place du Trône, donc ils font quelques pas, et le maire lit la loi avec des tambours, des accents patriotiques. On refait une lecture au sommet de la rue de l'église, on continue, on défile, on refait une lecture, à chaque fois on boit sûrement un coup, parce que les têtes s'échauffent. Et on décide de faire une autre lecture, on va jusqu'à Saint-Sornin, et on fait une lecture sur le vieux pont du ruisseau. On fait une 4e lecture au Champ de Mars, donc toujours sur le terrain vague. Et cette lecture-là est faite par Julien Duvivier, qui commence déjà à se faire appeler Julien simplement,
parce qu'il commence à se débarrasser de sa particule, il se rend compte que ça lui nuit un petit peu politiquement. Donc il fait un discours avec des accents patriotiques, très... Deuxième lecture sur le quai, puis le bataillon fait haut les armes, et on raccompagne le drapeau et la municipalité à la maison commune. Donc bon, bah, c'est sûr que les Prussiens pouvaient trembler, on avait fait des jolis discours. L'Assemblée législative se termine le 21 septembre 1792, parce que la veille, on a eu Valmy. Valmy, c'est une victoire très importante contre les Prussiens et les immigrés, les nobles immigrés. Une victoire contre toute attente, le 20. Et donc le 21, on en profite pour le 21 septembre, on en profite pour proclamer la République. C'est l'occasion. Donc c'est le début de la Convention et c'est la fin de l'Assemblée législative. Pendant ce temps-là, à Saher, notre ami Lajard, il supplante Boissonnet en tant que juge de paix. On ne sait pas trop comment, mais il a certainement usé de... Cet homme-là avait de la ressource. Et le 9 décembre 1792, il y a les élections à Saher. Et donc le fameux Julien, ex-ci-devant, comme on disait, Julien Duvivier, devient maire par 68 voix. L'ancien conseil conteste, il y a plusieurs histoires, dans le livre de Jean-Marie Delesty, il y a toute une péripétie. Donc le vote a lieu le 9 décembre, mais le département installe la nouvelle municipalité le 27 janvier 1793, donc un mois et demi après. Parce que les autres ne voulaient pas lâcher la municipalité, ils disaient qu'il y avait des irrégularités. Donc cette nouvelle municipalité, dans les officiers, il y a un certain Rivoiron, il y a Raffard, Laurent Raffard, l'ancien maire, il y a Franc et il y a Jean-Pierre Gauthier qui revient. Donc à ce moment-là du récit, on est dans les débuts de la République et il faut partir sur Lyon pour savoir ce qui se passe, parce que il y a des événements à Lyon qui vont être très importants et qui vont jouer sur notre commune. Donc à Lyon, depuis le début de la Révolution, il y a aussi des polémiques, il y a aussi de la politique, sauf que c'est pas la même échelle qu'à Sarrières. À l'époque, vous avez tous entendu parler des partis politiques. Donc il y avait les Feuillants, c'était les royalistes, il y avait les Girondins, qui étaient les républicains plus modérés, les Montagnards, qui étaient les républicains extrémistes. Et donc à Lyon, ces partis existent, mais ils ne s'appellent pas tout à fait pareil. Les Girondins se nomment les Rolandins, parce que à Lyon, il y a un homme politique qui est très important, qui s'appelle Jean-Marie Roland de la Platière, et sa femme, Madeleine Roland, dit Manon Roland. Donc c'est un homme politique, il est sur Paris, il n'est même pas originaire de Lyon, mais il a vécu à Lyon pendant un moment, et puis il est très très important à Lyon. Et à Lyon, les montagnards ne se nomment pas les montagnards, ils se nomment les chaliers, parce qu'il y a un meneur qui s'appelle Marie-Joseph Chalier, qui est un ancien prêtre. Là, vous le voyez sur un buste qui est situé au musée Gadagne à Lyon, que je vous conseille d'ailleurs. Et Marie-Joseph Chalier, qui est un prêtre défroqué, devenu politicien et qui dirige les sans-culottes. Il prend le contrôle du club des Jacobins, ce Chalier, en 1792. Le club des Jacobins, c'est là où il y avait tous les républicains. Il a un petit peu éloigné les Rolandins et il a pris un peu le pouvoir. Il y a déjà des affrontements en 1792. À Lyon, il se passe ce qu'on appelait les septembrisades lyonnaises. Parce qu'il y a les septembrisades qui sont connues au niveau national, ce qui s'est passé à Paris, où ils ont tué des prêtres et des émeutes. Et à Lyon, il y a eu la même chose. Il y a eu la même chose, on a tué des prisonniers, on a fait des exécutions sommaires, on a tué des prêtres. Et il y a eu des affrontements entre les Rolandins et les Chaliers. Cet homme-là a du pouvoir, il est écouté. Il échoue de peu à la mairie le 6 février 1793. Mais les Chaliers, donc c'est un Rolandin qui est élu, il s'appelle Nivière-Scholl. Les Chaliers ne sont pas contents, ils font une réunion secrète pour s'emparer de la mairie sur un coup de force. Et ils veulent arrêter les Girondins, dire qu'ils trahissent la patrie. Alors Nivière-Scholl, le maire de Lyon, il est informé de ça et il démissionne afin de désamorcer les choses. Il est réélu immédiatement, le 18 février, il est réélu avec 80% des voix.
Mais le problème, c'est que les Chaliers, ils sont menaçants, hein, ils ont déjà tué des gens, et donc ils refusent le poste. Donc on refait un vote, et c'est un autre Rolandin qui est élu, un certain Gilibert. Ben, il est immédiatement arrêté par les Chaliers, qui l'accusent d'être un ennemi du peuple, ils le mettent en prison. Et donc du coup on refait un vote, et puis surprise, c'est un Chalier qui est élu, c'est un certain Bertrand. Forcément, quand on met en prison tous les opposants, on finit par gagner. Donc sous la tutelle des Chaliers, la ville se dote d'une guillotine, qui n'a pas servi à ce moment-là, ils faisaient l'exécution mais autrement. Et puis ils font certaines lois, ils essayent de faire des lois un peu sociales, parce que ces gens-là sont un petit peu des idéalistes, mais certains sont de bonne foi. Mais ils plafonnent le prix des denrées, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe? En plafonnant le prix des denrées, les paysans ne veulent plus vendre parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Et ça crée la famine. On écrase d'impôts les artisans. Tous ceux qui avaient un petit peu d'argent, on leur prend tout. On emprisonne et on exécute les opposants. À ce moment-là, je vais vous lire un petit extrait d'une affiche de Chalier pour que vous vous rendiez bien compte du personnage et de la violence de l'époque. Cette affiche apparemment a été placardée juste avant son élection, c'est-à-dire qu'il n'était même pas au pouvoir, pour dire qu'il se sentait fort. Aristocrates, feuillandins, rolandins, modérés, tremblez. Les eaux ensanglantées du Rhône et de la Saône charrieront vos cadavres jusqu'aux océans épouvantés. Le temps de nettoyer la France est venu, que ce soit par le fer ou le feu. Le peuple souffre, tant mieux. Il faut mettre ses calamités à profit. Mourez ou faites mourir. Il faut épurer la République. On voit que ces gens-là étaient charmants. Donc Lyon n'est pas très content de ce qui se passe. Les Lyonnais, il y a des sections clandestines qui se mettent en place. Et le 29 mai 1793, il y a eu une déclaration des Girondins à Paris disant qu'on pouvait avoir recours à la violence pour s'opposer à la tyrannie. Donc, se basant là-dessus, les sections se disent, ben voilà, on a le feu vert, on peut faire tomber Chalier. Donc, les sections se rassemblent et il y a une insurrection lyonnaise. Ce 29 mai, ça dure un jour et une nuit, il y a des combats féroces, ça finit à coups de canon sur la place des terreaux. Et on va chercher Chalier dans l'hôtel de ville, un certain Madinier qui rentre à cheval, il rentre dans l'hôtel de ville, il chope Chalier par la chemise et il le jette dehors. Alors c'est très bien, les gens font la fête, ils sont contents, ça c'est le 29 mai. Le 31 mai, à Paris, les montagnards arrêtent tous les Girondins. C'est le coup d'état de Robespierre et c'est le début de la terreur. Donc au niveau timing, on pouvait difficilement faire plus mauvais. À partir de là, l'insurrection lyonnaise ne pouvait plus être légitime. Parce que Chalier était un montagnard. Donc les dés sont jetés. On juge Chalier. On juge, on le condamne à mort. Et il est exécuté. Il est exécuté par sa propre guillotine. Et c'est lui qui va les traîner. Parce qu'en fait, la guillotine était là pour impressionner. Il l'avait trimballé, il l'avait mis sur Bellecour au début. Après, ils l'ont mis place des terreaux. Mais il s'en était pas servi. Personne ne savait trop comment ça marchait en plus. Et donc, le 17 juillet 1793, il est exécuté laborieusement, parce que personne ne savait comment ça marchait, encore moins les sections que les Chaliers qui l'avaient fait venir. Il y avait plein de gens qui étaient montés sur la tribune de la guillotine, donc ça la tordait un peu. Par 3 fois, la lame s'est bloquée sur la descente. La dernière fois, elle s'est bloquée, elle s'est juste plantée sur sa nuque. Ils ont remonté une dernière fois pour finir de lui couper la tête. Donc on peut supposer la torture morale qu'il a subie en voyant la lame tomber sans tomber. Un des jurés qui a voté la mort de Chalier était le frère du curé Tournus, qui était juge de paix à Macla, qui s'appelait Théophile Edmond Tournus. Pour la petite histoire. Donc la ville se prépare à l'attaque de la Convention, parce qu'à partir du moment où ils avaient exécuté Chalier, ils savaient qu'ils étaient foutus. Enfin, ils savaient que ça allait leur tomber dessus, quoi. Donc on va chercher pour la défense un certain général Précy, un ancien officier de l'armée royale. Il est dans le Beaujolais, il est en retraite, on va le chercher, on lui dit on a besoin de toi.
Et donc, il prépare la ville à l'attaque, il fait renverser la vieille muraille romaine sur Fourvière, il fait ériger des redoutes tout au long du Rhône. À l'époque, de l'autre côté du Rhône, du côté des Brotteaux, c'était des prés, d'ailleurs c'est d'où le nom Brotteaux. Et il n'y avait que la Guillotière qui existait, qui était un petit hameau avec des auberges, autrement tout le reste était des prés. Donc, de son côté du Rhône, sur la presqu'île, il fait ériger des redoutes, côté de Caluire aussi. Et puis, il attend le siège. Le siège arrive. C'est le républicain Dubois-Crancé qui mène l'attaque. Il installe ses canons en Brotteaux, il canonne la ville. Ça dure quasiment 3 mois. Donc, c'est un événement. Alors, ça, c'est la fameuse guillotine qui est guillotine échalier. La fameuse lame. Et ça, c'est une gravure du siège de Lyon. À la fin, les Lyonnais sont épuisés, ils attendent la crue, parce que quand la crue va venir au Brotteaux, ça va obliger les canons à partir, ça va desserrer les taux, ça va leur permettre d'aller chercher des vivres, parce qu'ils avaient des approvisionnements qui venaient du Forez, mais la République avait réussi à bloquer ces approvisionnements, donc c'était la famine, tout le monde crevait de faim. Donc à un moment donné, l'armée de Précy décide de quitter la ville et de partir, de tenter une sortie et de rejoindre la Suisse qui les aurait accueillis. Le problème, c'est qu'ils se sont fait enfermer, les armées de la République les ont fait tourner en rond. Je vais retracer toute leur pérégrination dans le Beaujolais, de village en village par rapport aux sources que j'avais trouvées, et ils ont fait l'escargot. Ils ont fini à Saint-Romain-de-Popais, au Mont Popais. Ils ont fait une dernière défense, pas en style western, hein, mais ils ont fait une dernière défense et ils ont été massacrés. Et à Lyon, il y a eu une répression terrible, menée par Collot d'Herbois. Collot d'Herbois, qui était un politicien montagnard, ancien acteur. On massacre, les eaux sont réellement rouges pour le coup. Au début, ils jettent les corps au Rhône, mais ils se rendent compte que ça attire les bêtes et tout, donc ils cherchent d'autres solutions. Au Brotteaux, ils creusent des grandes tranchées et ils les mitraillent directement au bord de la tranchée en mettant de la mitraille dans les canons. Il y a eu une très très grosse répression. Et Lyon est dénommé. On l'appelle plus Lyon, on l'appelle Ville-Affranchie, ou dans certaines sources, Commune-Affranchie. Et d'ailleurs, en punition, le département est scindé avec le Forez, et c'est pour ça que le Rhône et la Loire, c'était le département de Rhône et Loire autrefois, et c'est en punition qu'il y a le département du Rhône et de la Loire. Saint-Étienne et Lyon auraient pu être dans le même département, ça n'aurait peut-être pas plu à certains. Donc pendant ce temps-là, à Sarrières, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est bien beau, mais à Lyon c'est la guerre. À Sarrières, ça s'inquiète, hein, parce que le 19 mai, donc un petit peu avant le siège, on lève à Sarrières 58 hommes pour une garde départementale, commandée par Grémion, le fameux Grémion qui s'est remis de sa blessure. Alors les hommes, ils s'engagent parce qu'ils pensent toucher une petite solde et n'avoir à manœuvrer que localement, hein, on appelle ça garde départementale. Mais le 29 mai, donc 10 jours après, le jour de l'insurrection lyonnaise, ils reçoivent l'ordre de se rendre au puits. Ils n'y vont pas. Ils reçoivent l'ordre, mais personne n'est motivé. Et puis c'est un petit peu compliqué la situation en France. Personne n'est là pour les forcer pour l'instant. Le 13 juillet, alors l'armée demande à corps et à cri 6 recrues en coton de Sarrières. On fait une déclaration patriotique, on dit qu'on soutient la République, mais on temporise. Jean-Pierre Gauthier et le maire Julien vont à Tournon pour avoir plus d'informations, pour essayer de dire laissez nos enfants tranquilles. Mais le 16 juillet, là, la garde départementale est fermement demandée. Et ils doivent aller au bourg Saint-Andéol. Donc là, ils sont obligés de faire quelque chose. Donc Grémion part avec un lieutenant et 5 fusiliers. Alors les gens disent c'est bon, on a envoyé des gens, on est tranquille, mais non, lui toutes, on demande 1000 hommes pour toute l'Ardèche et 15 pour Sarrières. Donc des hommes, c'est entre 16 et 40 ans. Tous les hommes entre 16 et 40 ans, sauf les hommes mariés, c'est entre 16 et 25 ans. Ils sont réunis au Champ de Mars, ça fait 105 hommes en tout.
Sur 15 billets, on écrit républicain et les autres restent vierges et on les fait piocher dans une grande jarre. Donc à ces 15-là, à ces 15 malchanceux, on leur donne 40 sols par jour, on les arme, on leur donne des fusils, le peu de fusils qu'on a, et ils partent pour Bourgoin. C'est pour participer au siège de Lyon. Pendant ce temps-là, il y a une demande de la garde départementale pour rallier Grémion, pour que le reste de la garde départementale rallie Grémion au Bourg-Saint-Andéol. Alors on commence à faire des menaces. Alors on ne sait pas si certains y sont allés ou pas, mais a priori pas tous, parce qu'il y a des lettres de Grémion qui réclament ses fusillés. De son côté, il doit y avoir une sacrée pression. Enfin, l'ami Grémion ne se laisse pas battre parce qu'il demande dans une de ses lettres qu'on dise à sa femme d'envoyer 25 bouteilles de son meilleur vin. Donc, bah oui, tant qu'à faire. Fallait pas se laisser abattre. Donc 25 bouteilles, il ne devait pas être bien nombreux quand même, parce que ça va vite. Donc la Constitution change encore. On placarde la nouvelle Constitution fin juillet 1793. Et donc elle est placardée au village, la nouvelle Constitution. Et au mois d'août 1793, on se dit quand même, on a donné des fusils à nos soldats, on n'est pas bien équipés, donc on réunit les armes du canton de Serrières. Et on dit, ben Serrières c'est le chef-lieu du canton, donc c'est à nous d'avoir les armes. Donc au château de Perrault, on récupère 2 canons, on récupère 6 tromblons au château du Maine, sur les hauteurs de Féline. Et on communique beaucoup. Il y a des émissaires qui partent au péage de Roussillon, qui partent à Condrieu, qui partent à Annonay, parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner à Lyon. Et on se dit, si le vent tourne, il faut qu'on puisse se défendre. D'ailleurs, le 27 août, il y a 200 Lyonnais, on les appelait les muscadins, c'était un surnom qui était infamant au début et qu'ils avaient adopté et qui revendiquaient. On signale 200 muscadins vers Sainte-Colombe, mais ils sont exterminés par la République. Et le 30 août 1793, donc, on signale 5000, un détachement de 5000 Lyonnais arrive de G. En fait, ils tentaient des sorties pour chercher des provisions. Et ils en trouvaient parfois, mais bon, ils se faisaient souvent massacrer. Donc là, ça inquiète les Serrièrois, donc on met des sentinelles le long du Rhône jusqu'à Saint-Pierre-de-Bœuf. À l'époque, on disait simplement Bœuf, on disait pas Saint-Pierre-de-Bœuf. Un des fils du pays, un fils Rivoiron, qui revient, il était dans l'armée de Lyon apparemment, et il jure qu'il était enrôlé de force. Donc c'était un fils de pays, on n'a pas trop fait cas, on lui donne un certificat de civisme et puis on l'intègre au village. Au mois de septembre, le 1er septembre, il y a 30 canonniers de la République, 6 gendarmes et un officier qui arrive et qui loge à Serrières. Donc ça rassure un petit peu la municipalité, parce que du coup il y a une vraie force armée à Serrières. On se dit que s'il y a un détachement muscadin qui vient chercher des vivres jusqu'ici, on saura les recevoir. Et mi-septembre 1793, on achète une caisse de pique pour 350 livres. Alors, je vais faire un petit aparté sur ces piques, parce qu'en préparant cette conférence, j'en ai découvert une dans les réserves du musée, elle se trouvait là-haut. Et c'est une pique de l'époque, c'est une véritable pique révolutionnaire. On le voit par son architecture. Un côté plat, parce qu'il fallait les faire très rapidement, un côté rainuré. Et surtout, on sait qu'elle est vraiment révolutionnaire parce qu'elle est siglée AN. AN, dessus, ça signifie Armée nationale. C'était obligatoire, alors ça n'a pas été forcément fait à chaque fois. Il y a des piques révolutionnaires qui ne portent pas le sigle, mais celle-là, elle le porte. Donc en l'occurrence, on est sûr que c'en est une. Donc c'est une belle surprise dans les joyaux du musée. Et là, il y a un ordre de réquisition de tous les hommes non mariés ou des veufs sans enfants de 18 à 35 ans. Parce qu'on est mi-septembre, il y a le siège qui s'éternise. On ne sait pas s'ils sont partis, ça n'en parle pas. Donc peut-être qu'ils ont fait la sourde oreille comme pour les autres fois. Vous savez, les gens, c'était des paysans, c'était des mariniers, c'était pas des soldats, donc ils n'étaient pas forcément motivés pour aller se battre. Certains étaient déjà partis. À ce moment-là, on construit une redoute à Vernat, dans le champ d'un certain André Chaise. Alors à Vernat, ce qui est étonnant, moi ce qui m'a étonné quand j'ai lu ça, c'est que Vernat c'est plus au côté sud du village, alors que le Danger venait a priori du nord, de Lyon, donc bon. Donc le village il reste méfiant jusqu'à la chute de Lyon. Mais quand Lyon chute, il y a une épuration dans les villages alentours. Alors on arrête le curé de Macla, on arrête le notaire de Bœuf.
Et on arrête donc le frère du curé Tournus qui avait jugé la mort de Chalier. Tous ces gens-là sont exécutés à Lyon. À cette période-là, on réquisitionne beaucoup dans les villages. Hein. L'armée est quand même assez prégnante. On réquisitionne les caves de Serrières pour en racler le salpêtre, pour faire de la poudre à canon. On sait même que les cordonniers de Serrières sont requis en décembre 1794, donc un peu plus tard, pour fabriquer des chaussures aux soldats. Donc à ce moment-là, Lyon est tombé, nous sommes en plein dans la terreur, la montagne est toute puissante à Paris. Et donc on organise dans les villages les comités de surveillance. Les comités de surveillance, c'est la main armée, l'œil et l'oreille de la montagne, qui supplantent même la mairie un petit peu par leur action, parce qu'en fait, ils peuvent faire tomber n'importe qui, parce qu'on dénonçait les suspects, et on était très facilement suspect. Il suffisait d'être dénoncé par son voisin et on était suspect, on pouvait le guillotiner sans plus de procès. Donc on fait un comité de surveillance à Serrières, et qui c'est qui le dirige? C'est Denis Lajard, qui s'était fait écarter quelque temps avant. Donc Denis Lajard signe ici son retour. Et dans ses troupes, il y a Moreau de Chaponneau, ancien noble. Il se fait maintenant appeler Chaponneau. Il a lui aussi, il a tout enlevé la particule. Il se fait simplement appeler Chaponneau. Et c'est un républicain extrémiste. Il y a son beau-frère à Lajard, le beau-frère de Jean-Pierre Gaultier, Pierre Bonnardel, parce qu'il y a aussi le beau-frère de Lajard. Charvet, c'est le beau-frère de Lajard, mais c'est pour ça que j'ai confondu. Mais Pierre Bonnardel, qui est le beau-frère de Jean-Pierre Gaultier, mais apparemment, ils ne sont pas vraiment du même bord. Alors là, on n'est plus dans le respect, on n'est plus à afficher le drapeau royaliste sous la voûte de l'église. Le 21 novembre 1793, c'est-à-dire le premier Frimaire en deux, parce qu'on a changé de calendrier entre-temps, on brûle les titres féodaux. On fait un cortège, on part de la maison commune, donc de la place du Triomphe, et on descend, on a préparé un bûcher sur les quais. C'est pas les mêmes quais qu'aujourd'hui, mais c'était quand même des quais, parce que c'était un port. Et on fait des discours patriotiques. Julien, le maire, ex-Julien de Villiers, revendique avoir renoncé à sa particule depuis bien longtemps, hein, pour pas qu'on vienne lui faire un reproche. Et on brûle les titres féodaux, donc c'est un morceau d'histoire qui s'en va aussi, parce que tous les documents de la noblesse est brûlé. Alors là, ça passait encore pour le peuple, mais ce qui se passe après, c'est qu'on interdit le culte. Alors il y a eu toute une polémique même au niveau national, hein. Le culte n'a jamais été formellement interdit, mais on a fermé les églises et on a persécuté les prêtres, donc après c'était pas évident. Donc la salle de Serrières, l'église de Serrières, du bourg de Serrières est devenue la salle de réunion publique, et il y a des troubles parce qu'on annonce la fermeture du culte le 20 décembre, en plus juste avant Noël. Et Lajard, il ordonne la destruction des croix de chemin. Alors on lui dit non, mais c'est pas vous qui les avez plantées. Enfin, il y a un début d'émeute, il y a des gens qui se lèvent, et le conseil municipal et le comité de surveillance sont obligés de partir. Donc la municipalité, elle laisse un peu tomber, mais pas le conseil de surveillance. Il dépêche un membre à Paris pour dire qu'il y a des émeutes à Serrières et qu'il faut venir remettre de l'ordre. Donc il y a une réponse qui est assez rapide, hein, parce que la mini-émeute a lieu le 20 décembre. Le 25 décembre, le jour de Noël, il y a un détachement de dragons, 25 chevaux, donc certainement 25 dragons, qui arrivent. Alors ils arrivent côté Sablon, et ils attendent pour le bac. Alors le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dû aller les voir et qui a dû leur dire que dans l'église de Sablon, il y a eu une messe de minuit qui a été faite. Donc ils décident, avant d'embarquer pour le bac, d'aller voir. Donc l'église de Sablon, c'est pareil, c'était pas la même qu'actuellement, c'était celle-ci. Elle se trouvait juste à côté de Molly Sabata. Aujourd'hui, il y a un petit parc pour enfants. On voit sur le côté, c'est la maison Astier. Il y avait juste un petit passage, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle a été démolie à l'époque, c'est qu'elle obstruait vraiment, on pouvait passer juste avec une petite charrette. Donc ils arrivent dans cette église et ils cassent tout. Ils cassent tout,
il brûle tous les registres devant l'église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui cherchent à faire de la généalogie sur Sablons sont bien embêtés. Parce qu'avant la Révolution, tous les registres paroissiaux ont été brûlés. Ils cassent les statues, ils jettent les statues au Rhône, ils urinent sur l'autel, ils trouvent un tonnelet de vin de messe dans la sacristie, ils le boivent. Et puis, bon, et voilà, ils ont passé une bonne après-midi. On dit d'ailleurs, la légende dit toujours qu'il y a des statues plus ou moins précieuses dans le Rhône, mais à mon avis, si les statues étaient précieuses, ils les auraient pas jetées au Rhône, ils les auraient gardées. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des statues en bois qui ont été jetées. Il y a certainement des statues en pierre qui sont en face de cet endroit-là, qui n'ont jamais été retrouvées. Aujourd'hui, elles doivent être sur 2 mètres de vase. Donc l'après-midi, ils prennent le bac et ils arrivent à Sarrières, ces dragons. C'est Gauthier, qui est officier municipal, qui les accueille. Il les loge au logis du port. Donc le logis du port, on en a déjà parlé, aujourd'hui c'est l'Onglerie, l'institut de beauté qui est en face du bateau d'Émile, qui était une auberge à l'époque. Donc des dragons logent là, notre ami Gauthier rentre chez lui, il a sa femme qui est enceinte, il veut passer la nuit, et puis la nuit est tombée, il entend quelqu'un qui l'appelle, il reconnaît, c'est la voix de son beau-frère, qui est marié avec sa sœur, Pierre Bonnardel, membre du comité de surveillance. Il dit « Oh Lajar, on t'attend, on veut te parler, c'est pour la commune, c'est pour la municipalité. » Il dit à sa femme « Bon ben j'y vais. » Donc il descend, s'habille, il descend, il l'amène jusqu'au du logis du port, et là, Bonnardel, il dit au soldat, c'est là, arrêtez-le, c'est l'homme dont je vous ai parlé. Cette nuit-là, Bonnardel a participé à beaucoup d'arrestations. Les dragons ont arrêté 14 hommes et 2 femmes. Dans les 14 hommes, il y avait Gauthier, Jean-Pierre Gauthier, il y avait son ami le père Tournus, il y avait le curé de Féline avec son vicaire. Et puis il y avait beaucoup de Sarriérois. On a la liste, s'il y en a que ça intéresse, je pourrais montrer à la fin. C'est des noms qu'on retrouve, hein. Il y a des noms encore qui sont là aujourd'hui. Et donc ils restent au logis du port. Les 2 femmes qui sont arrêtées apparemment sont très rapidement relâchées, mais pas les hommes. Les hommes sont même coupés de leur famille. Gauthier, qui a sa femme enceinte, ne peut même pas la voir. Donc pendant que ces gens-là sont emprisonnés, eh ben, on fait une petite réunion ici dans cette église et on la saccage, parce que c'est une église. Donc on casse, il y avait un retable derrière l'autel qui a été cassé, des tableaux, les bancs ont été cassés, les confessionnaux ont été détruits, on descend les cloches. Une fois qu'on a bien saccagé celle-ci, on va à l'église de Sarrières, on fait la même chose. On casse le retable, etc. Et le lendemain, ici même, dans l'église de Saint-Sornin, on fait un banquet civique au milieu des ruines. Je pense qu'ils étaient fiers d'eux. Donc tout ça, c'est la bande à Lajar, hein, c'est le comité de surveillance. Pour l'église de Sarrières, pour remplacer le retable qu'ils avaient détruit, ils font un panneau peint à l'effigie de Danton, Robespierre et Marat. Alors ce tableau a disparu par la suite. C'était certainement pas une grande œuvre d'art, c'était sûrement l'œuvre d'un artiste local qui n'avait jamais vu ni Danton, ni Robespierre, ni Marat, mais bon, il pouvait recopier sur des choses. Et le 5 Pluviose, donc le 24 janvier 1794, les cloches et les vases précieux des églises sont remis à la Convention. Les cloches pour être fondues, pour faire des canons, et les vases précieux pour faire de la monnaie. Donc nos arrêtés, ils ont été arrêtés le soir de Noël, le 20 janvier 1794, ils partent pour Lyon. On les sort de la cave où ils étaient emprisonnés. Il y a 18 gendarmes qui sont là, la garde nationale de Sarrières, qui eux sont bien embêtés d'être là, parce que c'est pareil, c'est des gens du pays, c'est leurs copains, c'est leurs cousins qui vont escorter. Certains Sarriérois les accompagnent, donc ils montent sur Lyon et partent à pied. Ils passent une nuit à Vienne. On trouve un lit pour Gauthier et pour les prêtres. Pour le peuple, on les fait dormir par terre. Et ils arrivent à Lyon le lendemain, ils arrivent à la prison Saint-Joseph. Alors c'est pas la même prison Saint-Joseph qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'elle n'était pas encore construite, c'était une autre prison Saint-Joseph qui était certainement pas très loin de la place des terreaux. C'est signalé quand même que heureusement qu'ils ne sont pas allés directement dans les prisons de l'hôtel de ville, parce que là ils auraient été guillotinés tout de suite, a priori. Donc là, nos prisonniers sont à Lyon, à Sarrières, on continue la vie civique, on plante à Sarrières le 22 janvier 1794, on plante à Sarrières un peuplier en tant que carte de la liberté. Donc ce peuplier, on le peint en bleu, blanc, rouge,
Apparemment, la peinture n'était pas trop agressive à l'époque, parce que Jules Vallée signale dans son livre que ce peuplier vivait encore en 1770. À cette période, on transforme cette église en temple décadaire. Et c'est certainement parce que le temple décadaire, c'est le temple du culte révolutionnaire qui se défendait d'être vraiment un culte, mais en fait il remplaçait tous les rites du catholicisme. Il voulait occuper les gens et il y avait la déesse de la raison. On parlait de l'être suprême et de la déesse de la raison, donc c'était un espèce de culte de remplacement qui avait été bricolé, notamment par Hébert, un révolutionnaire parisien. Donc ici on en fait un temple décadaire. Les temples décadaires c'était pas si courant que ça. Dans le district du Mézenc, il y en avait un à Nonay et un à Serrières, c'est tout. Mais on avait un conseil de surveillance qui était très actif, hein, on l'a vu, donc voilà, à ce moment-là, on doit crépir les fresques, je pense que ça a été un traumatisme hein, quand même pour les gens à l'époque. Et le 18 février 1794, on fête la fête de la raison, on fait un banquet, des musiciens, des défilés, on va faire le banquet ici même. Et la fille de Bonardel, qui était apparemment une jolie fille, d'après ce qui est décrit, est portée en triomphe sur un trône doré, elle est habillée en toge, et elle incarne la déesse de la raison, elle. Et elle est trimballée dans les rues, donc sur son trône doré. Jules Vallée signale qu'un des porteurs a trébuché et il a failli s'attirer les foudres du comité de surveillance, mais bon, est-ce que c'est un enjolivement ou est-ce que c'est réel? On ne sait pas. Pendant ce temps-là, à Lyon, les prisonniers sont interrogés. On leur demande que faites-vous le matin quand vous vous levez? Enfin, des choses qui sont totalement hors de propos. Il est rapporté qu'un des prisonniers leur a dit le matin quand je me lève, je me serre un canon et je me le fous dans la gueule. Bon, ils avaient leur réponse. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, donc, on fait des certificats de civisme pour eux. Les gens leur famille, les gens qui les apprécient à Serrières leur font des certificats de civisme. Et à mesure qu'ils font donc notamment le fils de Gauthier, Jean Gauthier, se démène beaucoup. Il va voir Guyardin, qui est délégué de la Convention à Tournon, qui est juge pour tout le district. Mais dans le même temps, il y a Lajare envoie des missives en disant que le pays s'est jamais aussi bien porté depuis qu'ils sont pas là, donc qu'il faut surtout les garder à Lyon, il faut surtout qu'ils reviennent jamais. Alors, Jean Gauthier, le 10 février 1794, obtient de Guyardin l'ordre de les rapatrier en Ardèche pour qu'ils soient jugés ici. Donc, il se dépêche, il y va vite, parce que le contre-ordre peut vite arriver, et c'est ce qui se passe. À peine les prisonniers sont libérés, que le contre-ordre arrive, Lajare a envoyé une missive en disant que le retour des perturbateurs rendrait le pays instable, qu'il y aurait des émeutes. Et donc à la prison, ils se disent on a fait une bêtise, il ne faut pas laisser sortir. Donc ils leur courent après, ils envoient les gendarmes, et heureusement Jean Gauthier avait loué un bateau de mariniers, et ils ont tous embarqué sur ce bateau pour descendre à Serrières. Les gendarmes sont arrivés au bord du quai, ils ont vu le cul du bateau qui partait. S'ils étaient partis à pied, on se doute bien qu'ils n'auraient pas fait 20 mètres. Ils arrivent à Serrières à 2 h du matin, ils débarquent et ils vont chez Grémion. Grémion habitait juste en face de l'église, on en a parlé. Et donc il les hébergeait le temps de leur procès, ils n'avaient pas le droit de sortir, ils étaient consignés, mais bon, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Grémion devait avoir une grande maison, on suppose. Donc ils vont là-bas. Pour la petite histoire, c'était pas si loin de chez Lajare, parce que le notaire Lajare habitait l'ancienne mairie de Serrières, rue Auguste Vincent. Tout le bâtiment qui a été presbytère, qui a été prison par la suite, était la maison Lajare, la maison du notaire. Donc ils sont rentrés le 10 février. Le 2 mars, Guyardin, les innocentes, ou en tout cas il y en a qui sont juste rappelés à l'ordre, parce qu'on dit c'est pas bien grave ce que vous avez fait, mais il y a un peu de sursis quand même. Parce que Guyardin était quand même un montagnard, hein, il faut pas... Et ils sont définitivement libérés le 5 mars 1794. À cette période-là, le 16 mars 1794, Serrières n'est plus Serrières. On change le nom. Il s'appelle Port du Mézenc, du nom du district. Est-ce que ce nom a été beaucoup employé? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, officiellement, c'est ce qui s'est passé.
Au même moment, il y a un gros bonnet phrygien qui est commandé et qui est mis sur un poteau sur le port, qui est commandé à Vienne, chez un certain Vincent. Et apparemment, au moment où Jules Vallée a écrit son livre sur la Révolution, en 1930, ce gros bonnet existait encore. Donc il faudrait rechercher, peut-être qu'il est quelque part dans les réserves du musée ou de la mairie. Donc les gens ont été libérés, mais le curé Tournus, lui, il a le tort d'être curé quand même. Donc il est réarrêté, parce que c'est toujours la terreur, et il est envoyé en prison à Viviers. On sait qu'il s'y trouvait encore 10 mois après, parce que son frère, un de ses frères, faisait une demande de libération. Alors il y a des récits oraux qui disent qu'un autre curé, un certain père Nuel, serait resté caché plusieurs semaines dans un vieux tronc de saule, entre Serrières et Limony, en ne sortant que la nuit pour se nourrir et se dégourdir les jambes, et chaque matin il retournait dans son tronc de saule. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce qu'il y a passé une nuit? C'est impossible de savoir. Donc à ce moment-là, l'ami Lajare, il ne peut plus trop s'attaquer à Gauthier. Alors avec Gauthier, il ne s'aimait pas bien depuis longtemps parce qu'il s'opposait un petit peu pour la municipalité. Et puis Gauthier était un ancien client à lui. J'ai retrouvé une source en 1782. Gauthier et Raffard, Laurent Raffard, qui était maire aussi, avait investi dans les moulins et c'était Lajare qui avait fait les papiers. C'était une mauvaise affaire, ils ont perdu un peu des sous. Et l'acte d'après est fait par le notaire Métral. Donc c'était plus Gauthier, donc il lui a retiré ses affaires. Donc ça peut expliquer un peu l'inimitié de Gauthier, de Lajare envers Gauthier. Donc à ce moment-là, Lajare, il ne peut plus s'attaquer à Gauthier, il est un peu coincé. Donc il s'en prend au maire. Il dit que c'est la terreur et que Julien, c'est Jean-Antoine Julien Duvivier, il ne peut pas être maire. Donc il le force à la démission, il appelle Claude Glézal, qui est député de l'Ardèche, à cette date. Et à ce moment-là, il est délégué de la Convention pour l'Ardèche, donc il est sur place. Lajare le renvoie vers Guyardin, il lui dit mais bon, Julien est forcé à la démission. Donc si on regarde les annales, que ce soit sur Wikipédia ou à la mairie, le tableau qui est dans la mairie, on voit à ce moment-là, en l'an 2, un maire qui s'appelle Glézal. Mais en faisant des recherches, il n'a jamais été maire, c'était le député qui a géré la commune, qui a assuré l'intérim. Parce que voilà, il est en l'an 2 considéré maire alors qu'il ne l'est pas. Donc un peu après, donc du coup, l'intérim est actif, mais il y a son adjoint, un certain Lamarck, qui doit plus gérer la commune que lui d'ailleurs, parce que lui en tant que député, je pense qu'il a autre chose à faire. Mais le 30 Messidor en 2, le 18 juillet 1794, il y a les élections et Lajare est de nouveau remis en balance parce que c'est pas un de ces hommes qui passe, c'est le modéré André Chaise, le propriétaire du champ où on a construit la redoute, qui est élu. Donc le comité est vaincu et cette fois il ne s'en relèvera pas parce qu'il n'aura plus aucun pouvoir, parce qu'en plus 10 jours après c'est la chute de Robespierre. C'est le 9 Thermidor, Robespierre est arrêté, il prend une balle de pistolet dans la mâchoire et il est exécuté très rapidement. Donc cette fois, l'élection a lieu ici. Étrangement, elle n'a pas lieu dans l'autre église. Ils font l'élection dans l'église de Saint-Sornin. Donc là, on se retrouve dans une situation beaucoup plus apaisée. C'est un modéré, Chaise, qui est élu. Le comité n'a plus de pouvoir. Le 9 juin 1795, il y a une enquête qui est ouverte sur les dénonciations abusives et les arrestations de Serrières. Ça ne débouche pas sur grand-chose parce qu'apparemment les gens voulaient oublier. Ça m'a fait penser un petit peu quand j'ai lu cet épisode à la Libération. On savait qu'il y en avait qui n'avaient pas été net, mais on a dit allez, on va continuer. C'est un petit peu ce qui s'est passé, je pense. Et donc, Gauthier et Grand Seigneur, il n'incriminent pas trop Lajare et puis chacun continue sa route. À ce moment-là, la Révolution se calme un petit peu, on est sous le Directoire, on va doucement vers l'Empire. Enfin, vers déjà le consulat et puis ensuite l'Empire. Donc, les émigrés commencent à revenir. La famille Madinier de Prost revient en juillet 1798. Moreton de Chabrillon revient en mai 98. Moreau de la Bélive, ancien colonel, revient en 1800. Donc on a d'autres élections. Jacques Métral est élu maire en 1798. Jusqu'en 1800, Gauthier, Chaise reprendra la main. Il sera maire 3 fois en tout. Et pour l'anecdote, le 2 août 1789, Étienne de Montgolfier meurt à Serrières. Alors Étienne de Montgolfier, c'est avec son frère l'inventeur de la montgolfière. Il était papetier d'Annonay et il était malade.
Donc il était parti sur Lyon en famille pour essayer de se faire soigner, et puis à un moment donné, il a compris qu'il allait mourir. Et il voulait mourir chez lui à Annonay. Donc il est rentré. Il est rentré en bateau, il a débarqué à Serrières, et il était vraiment trop malade, il n'a pas pu continuer. Alors là, à partir de là, j'ai vu deux versions. Une version dit qu'il était chez un pêcheur nommé Vincent, là-bas, donc c'est à Saint-Sornin, pas très loin d'ici, et qu'il aurait été hébergé là et qu'il serait mort ici. Une autre version dit que c'était une maison qui était attenante à un entrepôt de son entreprise, tenu par son neveu Jean-Baptiste Montgolfier, et donc il serait mort chez son neveu. Quelle est la bonne version, on ne sait pas, mais c'est son neveu qui va déclarer sa mort à Serrières, donc il était sur place, le 2 août. Alors, dans toutes les annales, on trouve le 2 août, sur la plaque de Saint-Sornin, on trouve le 1er août. Bon, c'était pas forcément très précis. Et donc voilà, on arrive à la fin de la Révolution, j'espère que je n'ai pas été trop long, c'est une période riche en péripéties. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé au personnage, Jean-Pierre Gaultier meurt à 78 ans, en 1824. Son fils, Jean Gaultier, sera maire pendant longtemps, de 1831 à 1848. Ses autres fils, Michel et Étienne, feront parler d'eux. On a une rue Michel Gaultier. Le père Tournus est libéré en 1795. Donc il revient et il reprend son sacerdoce. Mais en 1802, il est remplacé contre l'avis des habitants par un certain Malgontier. Il est en conflit avec son évêque. Il y a beaucoup de... Comment dire ? Il y a eu beaucoup de discussions, il a essayé d'être évincé et tout ça, mais bon, ça se passe après la Révolution, donc je ne l'ai pas parlé en détail. Il meurt en 1816, à l'âge de 77 ans. Et l'ami Lajard, il meurt à 82 ans, en 1822. Donc voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez passé un bon moment. Donc... Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Montgolfier, il n'est pas mort chez Manuel Védessi. Il est mort juste au-dessus, là. Il y a une plaque sur la maison. C'est par là-bas. Je ne saurais pas dire l'adresse exacte. C'est Goutron actuellement. C'est Goutron. Mais une plaque. Mais il ne vivait pas là, donc il était de passage. Alors, est-ce que c'était à son neveu ou à un pêcheur, comme l'autre version que j'ai trouvée? On ne sait pas. Donc, toute cette histoire sort de toile de fond dans mon roman, Les enfants du fleuve roi, l'ombre de la liberté, qui se situe entre Serrières et Lyon. Si cela vous intéresse, je reste à votre disposition. Mais je vous ai coupé, peut-être vous avez des questions? À un moment donné, tu as parlé de la liste des personnes qui avaient été arrêtées. Et donc dans les noms, il y avait encore des noms qui étaient... Alors attends, on va lire ça. Je vais vous lire la liste. Il y avait Joseph Joannard de Serrières, Jean Méran de Serrières, Pierre Vernet, Georges Barou, Peignier de Saint-Sornin-les-Serrières, Georges Vincent de Serrières, Jean Sève de Serrières, Vincent Riva de Serrières, Jean-Pierre Gaultier, donc l'officier municipal, François Pourrat, vicaire de Serrières, originaire de Féline, le père Nuel, celui qui s'est caché dans un saule de Féline, Jean-Saturnin Tournus, curé de Serrières, Célard de Combala de Féline et Jean-Pierre Poncet de Féline. Et donc les deux femmes s'appelaient Marianne Dumas et Marguerite Chardon, épouse Reynaud. Et elles ont été relâchées assez vite. Bon, ben c'est tout bon. Ben, je vous remercie. Au revoir. Juste pour vous dire que le 11 juin, il y a un spectacle latino qui se fera sur le bassin de Joute, à Serrières. Le prix de la place, c'est 10 €. Ça commencera à